Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en hématologie, toujours en accident transfusionnel. Cette fois-là, on va voir la suite des accidents transfusionnels dits immunologiques. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Téléchargez. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, n'oubliez pas, un maximum de j'aime, un maximum de partage. Je veux que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va conclure, ou bien on va continuer pour le premier type des accidents transfusionnels qui est immunologique. La fois passée, on avait vu le choc immunologique avec la conduite à tenir, l'hémolyse transfusionnelle qui a été due à l'incompatibilité ABO. On répète, cette fois-là, on va voir la deuxième, ou bien deuxième accident, cette fois-là, qui est dû à une incompatibilité de type HLA. Donc, ça, c'est à retenir, c'est le syndrome frisson hyperthermie. Donc, deuxième accident transfusionnel, c'est le syndrome frisson hyperthermie. Donc, comment il va survenir ce dernier accident? Donc, c'est au cours de la fin de la transfusion sanguine. Par contre, on avait dit que l'accident hémolytique il va survenir au début, donc dans les premières minutes de transfusion. Cette fois-là, c'est un peu retardé. Donc, c'est à la fin de la transfusion sanguine. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter là, comme clinique, frisson hyperthermie qui va varier de 38 jusqu'aux 40 degrés, avec, ça c'est à retenir, avec absence de troubles hémodynamiques. Donc là, on va pas noter un collapsus ou bien un état de choc. Donc là, c'est le deuxième accident, deuxième complication de transfusion qui est le syndrome frisson hyperthermie. Elle va survenir, je répète, à la fin de la transfusion. Frisson hyperthermie, comme le nom indique, ça c'est comme clinique, entre 38 et 40 degrés avec, ça c'est à retenir, avec absence de troubles hémodynamiques. Faites attention, devant troubles hémodynamiques, suspectez un accident hémolytique qui est une urgence. Arrêtez, je répète, arrêtez la transfusion, gardez les dispositifs, faire le traitement ou bien les mesures de réanimation. Je vous invite à consulter la partie précédente pour mieux voir, mieux voir ce qu'on a vu dit précédemment. L'origine du syndrome frisson hyperthermique, c'est une incompatibilité de HLA. Donc l'origine, une incompatibilité leucoplaquettaire. Donc c'est leucocytes les plaquettes, c'est l'anti-HLA avec un anticorps anti-érythrocytaire. Je répète, incompatibilité plaquettaire, un anticorps anti-HLA associé à un anticorps anti-érythrocytaire. Ça, c'est la cause du syndrome de frisson hyperthermie. C'est pour cela, je répète, on fait le recours à des produits sanguins dits qualifiés, voire transformés. Je vous invite à consulter le cours de produits sanguins. On a parlé de ça avec détail. La conduite à tenir devant un syndrome frisson hyperthermie. Donc, ça ressemble à la conduite à tenir précédente. Arrêtez la transfusion immédiatement. Gardez les dispositifs de transfusion. Alertez le médecin. Correspond à service de l'hémovigilance. Donc, dans votre centre hospitalier ou dans un centre de transfusion sanguine. Déclaration obligatoire toujours. N'oubliez pas ça devant un accident transfusionnel qui est sous la responsabilité, je répète, des médecins prescripteurs. Donc là, on a hyperthermie. Donc on va prescrire des antipyrétiques. Comme traitement, arrêter la transfusion, appeler le médecin ou bien informer le correspondant d'hémovigilance. Les antipyrétiques et injection des antihistaminiques en IV ou des corticostéroïdes. Antipyrétiques pour lutter contre la fièvre, n'importe quel type d'antipyrétique, injection d'histamine ou des corticoïdes, corticothérapie pour éviter, je répète, ça c'est du syndrome frisson hyperthermie. Donc arrêtez immédiatement la transfusion, alertez toujours, déclaration obligatoire, nous sommes devant un syndrome hyperthermie, donc les antipyrétiques sont à prescrire. Deuxièmement, c'est une réaction anti-HLA, c'est l'indication des antihistaminiques ou parfois des corticoïdes. Après 8 à 10 jours, ce que vous allez faire, vous allez rechercher
l'anticorps anti-HLA qui va prouver la présence là, ou bien qui est responsable du syndrome frisson hyperthermique. Comme traitement ou bien comme prévention, donc prochainement, qu'est-ce que vous allez faire devant une transformation ou bien une transfusion de concentré unitaire plaquettaire? Donc rechercher une compatibilité HLA. Donc je répète, c'est d'avoir ou bien de donner une compatibilité, de donner le produit de transfusion dans ce cas-là qui est un concentré plaquettaire, il y a une compatibilité HLA ajoutée à de la corticoïde en intraveineux avant la prochaine transfusion. Donc ce patient-là, il a une réaction en présence des anticorps anti-HLA. Donc vous allez rechercher un produit sanguin qui a de la compatibilité plaquette HLA, premièrement, en association de la corticothérapie en IV pour éviter la réaction d'hyperréaction contre les HLA devant votre prochaine transfusion. Donc deuxième accident, qui est dû, je répète, l'incompatibilité HLA, de la BO comme l'hémolyse. Donc là, c'est les plaquettes. Le produit sanguin qui est intéressé, c'est les plaquettes. C'est l'antigène HLA, leucoplaquettaire, en prévention. Donc, donner des plaquettes, bien des concentrés, des CP, des concentrés unitaires plaquettaires avec HLA compatibilisés et plus de la corticothérapie en IV devant votre prochaine transfusion. Donc, j'espère que c'est clair pour le syndrome de frisson hyperthermique qui est la deuxième complication ou bien le deuxième accident transfusionnel. Passons maintenant à au troisième accident qui est un peu plus grave. Donc, c'est le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. Donc, c'est TRALI. Donc, Transfusion-Related Acute Lung Injury. Donc, c'est de l'OAP. Donc, là, c'est la réaction leucoplaquettaire. Vous voyez là. Ce sont des anticorps antigènes HLA. Donc, ça, c'est du syndrome de frisson hyperthermique. Donc, vous voyez là le rôle de l'antigène HLA, la présence des IgG anti-HLA qui sont couplés à la phycoérythrine qui est un anticorps anti-érythrocytaire. C'est tout ce qu'on avait dit précédemment dans le syndrome frisson hyperthermique. Troisième complication, et là voilà. Donc, c'est le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel et c'est simplement un œdème aigu du poumon. Donc là, c'est une insuffisance respiratoire aiguë qui va survenir donc 2 à 6 heures après le début de la transfusion. Donc vous voyez, on est en train de passer de plus précoce vers le plus tardif. La première qui a été le choc hémolytique qui survient directement dans les premières minutes, premier quart d'heure de transfusion. Deuxièmement, le choc frisson hypothermie, hyperthermie qui va survenir après la transfusion. Cette fois-là, c'est un peu tardé, mais c'est immunogène. Je répète, nous sommes dans les accidents dits immunitaires. Donc là, c'est simplement un œdème aigu du poumon qui va survenir 2 à 6 heures après le début de la transfusion sanguine. Il va se caractériser par un œdème aigu du poumon, qui est lésionnel, qui est bilatéral, faites attention, mais il est non cardiogénique. Donc la cause là, c'est pas d'origine cardiaque, c'est d'origine, quel est le mécanisme? Le mécanisme là, c'est une interaction entre les anticorps toujours anti-HLA, donc du donneur, avec les antigènes globulaires du receveur. Donc, je répète, ce sont des anticorps anti-HLA de classe 1 qui sont dirigés contre les antigènes antiglobulaires du receveur. Et qu'est-ce qu'il va survenir dans ce cas-là? On va trouver, je répète, les anticorps anti-HLA classe 1, les anticorps anti-HNA. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Une activation du complément plus une séquestration granulocytaire dans les micro-vaisseaux pulmonaires. Donc, je répète, c'est l'interaction anti-HLA contre les globules rouges. Elle va activer le complément et comme conséquence là, on va noter une séquestration granulocytaire comme illustré à droite dans l'illustration, et micro-vaisseaux pulmonaires,
une dégranulation. Et cette dernière, qu'est-ce qu'elle va donner? Une libération des radicaux libres et qui vont endommager malheureusement les micro-vaisseaux l'endothélium vasculaire. Et là, on va noter l'extravasation des fluides qui sont très riches en protéines. Donc, du complément, là, on est en train de parler de protéines, de repas moléculaires. C'est la pression oncotique qui est perdue là. Et on va noter là la migration du fluide de l'alvéole plutôt vers l'alvéole et du tissu interstitiel du poumon. Donc, ça, c'est de la physiopathologie du l'OAP, du dème aigu du poumon. Pour mieux comprendre, vous pouvez consulter le cours de l'œdème aigu du poumon. Donc, la physiologie, physiopathologie. Comment survient cet œdème? Dans ce cas-là, il est dû à un anticorps anti-HLA qui est dirigé contre les globules rouges. Une activation des compléments qui va donner des lésions dans les microvascularisations pulmonaires. Et par contre, la fuite du liquide. Et ça va donner l'œdème aigu du poumon, l'aspect en papillon. Et là, voilà, vous voyez là des capillaires. Vous voyez du tissu interstitiel et des alvéoles qui sont remplis de liquide. Là, on est en train de parler de l'OAP, l'œdème aigu du poumon. Il est nommé dans ce cas-là un syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. J'espère que c'est clair. Les signes cliniques là, donc ça c'est du liquide qui est intra-alvéolaire, qui est dans le tissu interstitiel. On va noter une dyspnée, une tachycardie, cyanose, tout et expectoration qui sont mousseuses. Parfois fièvre et même frisson. Donc ça c'est de la pneumologie. On va noter des râles diffus. Donc un liquide ça va donner des râles crépitants. Ça on va voir dans le prochain module qui est de la pneumologie. Une hypotension artérielle, parfois hypertension. Et la radiographie thoracique, ça va donner l'aspect de poumon blanc. Donc ça, c'est de la radiologie. Je vous invite à consulter la playlist de radiologie où on avait vu le syndrome interstitiel. C'est toujours disponible à regarder. Donc c'est l'aspect du poumon blanc et les ailes de papillon. Tout ça, on avait vu, je répète, dans le syndrome interstitiel. On note parfois une neutropénie transitoire qui est évocatrice, mais elle est inconstante. Donc devant un poumon blanc, il va survenir après 2 à 6 heures. Transfusion sanguine, qu'est-ce que vous allez évoquer? Vous allez évoquer là une immunisation anti-HLA contre les globules rouges. Il y a, je répète, le mécanisme qui va donner des lésions, des endommagements de l'endothélium vasculaire, et ça va donner la fuite du liquide vers le milieu interstitiel, et qui est responsable de cette deuxième complication, c'est le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. La conduite à tenir, donc toujours arrêter la transfusion, alerter le médecin, le correspondant du centre d'hémovigilance, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de transfusion sanguine. Le traitement de l'OAP, donc évacuer du liquide, c'est du diurétique, et dernièrement rechercher un anticorps anti-leucocyte, anti-HNA1 et anti-HLA de classe 1. Je répète, les anticorps qui sont responsables du syndrome, ça peut être une question posée d'examen, syndrome respiratoire aigu, la lésion du poumon, du syndrome interstitiel, de l'OAP, c'est, je répète, l'anti-HNA et de l'anti-HLA de classe 1. Ça, c'est à retenir. Donc, un hémolyse sévère, il est dû, je répète, on récapitule, il est dû à réaction contre le système ABO. Le deuxième syndrome, frisson hypothermique, bien hyperthermie, il est dû à immunisation anti-HLA, mais cette fois-là, c'est le coplaquettaire. Le produit sanguin là, c'est des plaquettes. Troisièmement, le troisième syndrome, troisième accident, là, on note du syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. Ce sont des réactions toujours immunitaires. Les anticorps là qui sont responsables, c'est l'anticorps anti-HNA et l'anticorps anti-HLA classe 1. J'espère que vous allez faire la différence entre ces trois accidents-là qui sont les plus précoces, les plus graves. Donc, vous allez les suspecter devant une injection, bien une transfusion sanguine, soit dans les premières minutes, si c'est le cas d'un hémolyse, soit après la transfusion directement, si c'est le cas d'un concentré plaquettaire, ou bien 2 à 6 heures après une transfusion. Donc ça, c'est le rôle de la surveillance post-transfusionnelle qu'on va aborder dans le déroulement de
ce cours. Donc, j'espère que c'est clair pour les trois complications immunogènes. On va continuer le reste, bien sûr, dans la suite des parties prochaines de ce cours. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.